Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'appelle à des Andalousies toujours recommencées, dont nous portons en nous à la fois les décombres amoncelés et l'inlassable espérance. C'est en ces mots et dans ces lieux que Jacques Berck achevait son enseignement. On appelle ça la leçon de clôture. C'était, je crois, en juin 1981. Et s'y nouait à la fois un domaine de savoir et le projet d'émancipation politique dont il était pour lui inséparable. Ces Andalousies toujours recommencées, c'est celle que nous allons aborder dans cette première matinée que j'ai l'honneur de présider, des Lumières médiévales, donc, et trois manières peut-être non seulement de concevoir ces Andalousies, mais de les appeler, c'est-à-dire à la fois de les nommer, de les rappeler à nous, d'en rappeler le souvenir, peut-être aussi au sens de Bruno Latour, rappeler la modernité, de les mettre à l'examen. Trois façons historiques et philosophiques de saisir ces lumières médiévales. Alors vous avez compris le programme. Nous allons donc écouter tour à tour nos trois intervenants, puis ensuite nous ferons une pause et ensuite nous aurons donc tout le temps pour en discuter les apports. Et j'appelle donc, c'est la première intervenante, Emmanuelle Tixier-Duménil, qui est professeure à l'université Paris-Nanterre d'histoire médiévale de l'islam, qui sait ce que cartographier la diversité veut dire, puisqu'elle est spécialiste des savoirs géographiques. Elle a publié en 2014, je crois, publication de la Sorbonne, Géographe d'Al-Andalus, de l'inventaire d'un territoire à la construction d'une mémoire, et son tout dernier livre, qui est paru aux éditions du Seuil en 2022, Savoir et pouvoir en Al-Andalus au XIe siècle, a eu tout récemment le Grand Prix des Journées de l'Institut du monde arabe, et nous l'écoutons parler depuis les Lumières andalouses du mythe à l'histoire. T'appuies dessus. Merci beaucoup Patrick, merci Antoine pour l'invitation. Alors cette communication, les Lumières andalouses, du mythe à l'histoire, repose sur deux postulats. Le premier est qu'il est beaucoup plus fécond de partir du mythe pour arriver à l'histoire que de faire l'opération inverse qui pourrait sembler plus naturelle. Le second est que l'expression « Lumières andalouses », qui est immédiatement signifiante. On visualise des savants juifs, chrétiens et musulmans devisant au sang d'Aristote en mangeant des loukoums à la rose sous les orangers en fleurs de Cordoue. Eh bien, cette formule repose en grande partie sur un malentendu que j'aimerais que nous envisagions ensemble. Ce qui constituera mon fil directeur, enfin, c'est qu'il est impossible, à mon sens, de faire une histoire des sciences, des savoirs et de leurs usages qui ne soit pas aussi une histoire politique, sociale, une histoire globale des conditions de production du savoir. Alors l'idée même de Lumières andalouses repose sur un fait absolument indéniable. Dans la péninsule ibérique, sous domination islamique, il y eut entre le Xe et le XIIIe siècle, et plus particulièrement au XIe et XIIe siècle, une magnifique floraison culturelle, notamment en philosophie. Mais l'utilisation actuelle du terme de lumière renvoie à une projection de sens autrement plus vaste que ce simple constat. Et dans le cas précis d'Al-Andalus, il renvoie très nettement à l'une des valeurs phares des Lumières du XVIIIe siècle, la tolérance, que l'on imagine avoir été pratiquée sur cette terre au Moyen-Âge. Et si le nom d'Al-Andalus continue de faire sens aujourd'hui, 500 ans après la clôture de son existence historique, s'il a une valeur de paradigme, c'est d'abord parce qu'on est persuadé qu'il y a une tolérance andalouse, unique à l'échelle du Moyen-Âge, qu'il soit chrétien ou islamique. J'irai même plus loin, quand on évoque aujourd'hui la tolérance, dans le contexte très actuel d'une société hystérisée par tout ce qui touche de près ou de loin à l'islam, on fait assez vite le rapprochement avec Al-Andalus. Les Lumières andalouses, peut-être parce qu'elles luisent depuis un lieu supposé particulièrement obscur, le monde islamique, et en un temps souvent assimilé au Dark Ages, le premier Moyen-Âge, ces lumières seraient presque plus lumineuses
pardonne-moi Antoine, dans le champ de la tolérance que celle du XVIIIe siècle européen. La thèse de la tolérance andalouse, comme une sorte de mécano, est construite ou déconstruite à l'envi au gré des positionnements idéologiques. Mais même quand il s'agit de la nier, la relation privilégiée entre ces deux termes est au cœur de la démonstration. Or, la tolérance andalouse est un mythe, car le Moyen-Âge ne pense pas en ces termes. L'égalité ou la considération de l'autre à égalité n'est pas une valeur médiévale. Malgré les promesses des religions universelles, les sociétés reposent en grande partie sur l'inégalité, celle entre libres et non libres, entre hommes et femmes, entre riches et pauvres, entre nobles et ignobles, etc. Ce concept d'égalité aurait certainement fait s'écrouler de rire n'importe quel guerrier médiéval, qu'il soit chrétien, musulman ou même bouddhiste. En revanche, la coexistence pacifique de plusieurs communautés religieuses sous domination islamique est une évidence. Ça s'appelle l'Empire. Et cette coexistence est structurelle puisque les non-musulmans ont été majoritaires en nombre jusqu'au XIe siècle, au moins dans l'Empire islamique, jusqu'au XIVe siècle, par exemple en Égypte. Et il faut rappeler encore et toujours que les conquêtes islamiques n'ont pas été des guerres de conversion. Mais il faut toutefois préciser que cette coexistence pacifique n'est en rien une spécialité ou une spécificité andalouse. Elle est pratiquée au Moyen-Âge dans tous les pays d'islam où juifs, chrétiens et même zoroastriens sont des ennemis, des protégés du pouvoir qui payent en contrepartie un impôt distinctif. Il est assez clair que juifs et chrétiens ont été plutôt mieux traités en Orient qu'en Al-Andalus après le XIIe siècle. Si l'on compare avec l'Occident latin médiéval, la situation est tout à fait différente dans la mesure où les seules minorités religieuses présentes pendant le Moyen-Âge ont été les minorités juives, qui étaient numériquement très peu nombreuses. Il faudra attendre la réforme et la survenue du protestantisme pour que l'Europe occidentale puisse véritablement faire l'expérience de l'altérité religieuse à grande échelle. Et c'est alors, en cette fin du XVIe siècle, que l'on commence à élaborer le concept de tolérance. Il faut bien tolérer, comme une rage de dents, ces mauvais sujets religieux qu'on ne peut éradiquer. Il faudra ensuite un long cheminement au cours du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle pour que la tolérance acquiert le sens positif que nous lui connaissons aujourd'hui. S'il y a donc bien une coexistence pacifique pratiquée en Al-Andalus comme partout dans les pays d'islam au Moyen-Âge, ce que les textes et d'ailleurs l'archéologie attestent tout à fait clairement, d'où vient alors ce motif, ce paradigme d'une tolérance proprement andalouse? Il nous faut faire un bond de plusieurs siècles. C'est en Allemagne, au XIXe siècle. Je ne sais pas si on peut mettre le PowerPoint. Donc, il faut faire un bond de plusieurs siècles. C'est en Allemagne, au XIXe siècle, que le couple Al-Andalus-Tolérance va être formé parmi les intellectuels juifs héritiers de la Haskalah, les Lumières juives allemandes, qui vont reprendre le très vieux thème de l'attachement des juifs séfarades à leur patrie espagnole, pieusement entretenu au fil des siècles par les descendants des expulsés de 1492. Le souvenir des malheurs subis lors de l'expulsion s'efface au profit du regret de ce qui précéda les massacres de 1391 et donc de la période andalouse, ce qui contribua à raviver le thème d'une coexistence pacifique sous domination islamique. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les penseurs allemands de la Wissenschaft des Judentums, sciences du judaïsme, font de l'Espagne islamique le haut lieu de la tolérance. C'est ce que l'on retrouve notamment dans l'œuvre d'Heinrich Graetz, que vous voyez ici, auteur d'une monumentale histoire des Juifs, qui est constituée de 11 volumes publiés entre 1853 et 1875 et qui déroule l'histoire du peuple juif depuis les origines jusqu'aux années 1850. Le tome 4 consacre de longs développements à la péninsule ibérique, passerelle supposée entre Orient et Occident, et il écrit à propos de la culture juive. Transplantée des bords de l'Euphrate en Europe, elle se dépouilla peu à peu de ses formes orientales pour prendre en quelque sorte un caractère européen. Saadia est le dernier représentant de la culture juive en Orient. Hasdai et les autres savants qui se formèrent à son école sont les premiers promoteurs d'une civilisation judéo-européenne.
L'un des enjeux essentiels, on le voit ici, est la translation en Occident de la culture juive orientale. Al-Andalus est donc d'abord, là, sous sa plume, un morceau d'Europe. Mais cette translation est permise, selon lui, par l'accueil que réservent à la culture juive les califes omeyyades, princes éclairés et glorieux, eux-mêmes affranchis de la tutelle orientale, et soucieux que leurs sujets juifs fassent de même à l'égard de l'académie de Pumbedita. Bon, je ne lis pas tout le texte, mais le propos est assez clair, c'est ni l'Europe, ni l'Orient islamique qui peut accueillir cette translation. Gretz écrit en un temps la seconde moitié du XIXe siècle où l'islam n'est pas un enjeu. Ce qu'il est, en revanche, c'est la question de l'intégration civique des Juifs dans la société européenne. Dans les sociétés européennes. Le contexte dans lequel il écrit est celui du long combat pour l'émancipation politique des Juifs dans l'espace germanique, laquelle ne fut acquise qu'en 1871. L'exemple andalou est donc présenté comme un précédent d'intégration dans une société majoritairement non juive par le jeu de l'acculturation, au sens positif du terme, qui permettent une régénération et un renforcement de la culture, mais aussi, dit-il, de la religion juive. Selon lui, les Juifs d'Al-Andalus contribuèrent à accroître le prestige de cette terre d'accueil grâce à leur puissante contribution à son rayonnement culturel. Il pense bien sûr au rôle joué par Maïmonide. Très exactement, dit-il, comme les Juifs en Allemagne depuis l'Aufklärung. Dans les deux cas, l'appartenance au judaïsme n'a pas à être reniée, souligne Gretz. La possibilité même de pratiquer sa religion témoigne de l'ouverture et de la richesse culturelle des sociétés d'accueil dont on adopte la langue, là l'arabe, ici l'allemand. C'est ainsi que naquit, à la fin du XIXe siècle, le paradigme de la tolérance andalouse. Et il sera par la suite constamment réinventé, réinterprété au fil des contextes et des enjeux. Je vous donne un seul exemple. Il est réactivé aux États-Unis à la fin du XXe siècle, car il est le contrepoids idéal à la thèse du choc des civilisations développée notamment par Samuel Huntington. La tolérance andalouse est au cœur des cultural studies américaines qui défendent l'idée d'une Espagne des trois cultures, bien plus que des trois religions, et sa grande prêtresse était Maria Rosa Menocal, professeure à Yale, qui a publié un ouvrage traduit en français sous le titre « L'Andalousie arabe, une culture de la tolérance ». La thèse est assez noble, mais elle est défendue au nom d'approximations historiques assez stupéfiantes, notamment en dépouillant les juifs et les musulmans de tout ce qui faisait d'eux des juifs et des musulmans. Cela repose sur un présupposé qui est fermement enraciné depuis les Lumières du XVIIIe siècle, à savoir qu'une riche vie culturelle est immanquablement l'indice d'une pluralité religieuse et d'une ouverture des souverains. La fermeture aux autres, le refus de la différence, c'est le règne de l'Inquisition et de la sclérose de l'esprit. Alors je n'entends pas aujourd'hui discuter de la validité de cette thèse, mais il faut constater effectivement que pendant une partie de l'histoire d'Al-Andalus, cette terre fut le lieu d'une très riche vie intellectuelle et que cela fut permis par la rencontre, le mélange, le métissage, moins de religion que de traditions culturelles et de savoir. Mais là où il y a le malentendu que j'évoquais en introduction, c'est que le creuset de cette rencontre n'est pas spécifiquement andalou. Cette rencontre est née en Orient. Et c'est pour des raisons à la fois politiques et idéologiques que les califes omeyyades de Cordoue ont engagé un vaste programme de culture des sciences. Les Lumières andalouses sont le prolongement des Lumières abbassides. Le prolongement pas forcément chronologique, parce qu'elles sont parfois contemporaines de ce qui se passe à Bagdad, plutôt le prolongement géographique d'une entreprise bien plus vaste qui consiste à doter l'Empire islamique d'une culture impériale. Je ne m'attarderai pas sur l'extraordinaire travail de traduction et de commentaire des sciences antiques de la Grèce, de la Perse, de l'Inde, qui est entrepris à l'époque abbasside et qui reste attaché au nom du grand calife Al-Mamoun qui règne entre 813 et 833.
Seul un État impérial peut, en ces temps anciens et à cette échelle, initier un tel programme. Les lettrés, les traducteurs, les médecins, les philosophes existent à Bagdad en tant que groupe social. Ils sont rémunérés par le Diwan. Ils fournissent un travail considérable de traduction et de commentaires. Comme l'a montré André Miquel, qui nous a quittés en décembre dernier, dont je suis heureuse de saluer en ces murs la mémoire, jamais on a autant traduit, commenté, croisé des productions aussi diverses, puisé aux sources des productions hébraïques, grecques, syriaques, persanes, hindoues. C'est peut-être la seule définition d'un véritable universalisme, croiser, confronter des traductions culturelles différentes venant des quatre coins du monde, traduire. Je ne sais pas si le XVIIIe siècle européen l'a fait à cette échelle. S'élaborent tout à la fois des savoirs savants, mais aussi une fantastique culture générale, celle de l'adab, des belles lettres, celle dont on dit qu'elle forme, là aussi en filant la métaphore avec le XVIIIe, l'honnête homme de Bagdad, Cordoue, Damas ou Ispahan. On transcende les différences ethniques, persans, arabes, grecs, les différences religieuses, chrétiens, juifs et musulmans, tous travaillent de pair. C'est certainement pour cela qu'on présuppose, avec nos catégories héritées de la modernité, que la promotion de la culture eut comme préalable l'exercice concret de la tolérance. L'Empire abbasside, à cheval sur 3 continents, issu des conquêtes qui, de 632 à 750, ont porté les limites du monde de l'islam à celle de l'humanité, du grand océan ténébreux à l'ouest jusqu'à la muraille de Gog et Magog à l'est, est le seul à même de penser à l'échelle de l'universalisme impérial, lequel s'appelle dans le monde arabe le califat. Lui seul livre une géographie de l'oïkoumène au IXe siècle, mariant la vision persane du monde à celle héritée de la Grèce. Il n'y a de géographie universelle pendant toute une partie du Moyen-Âge que dans le monde islamique et en langue arabe. Lui seul exhume alors des bibliothèques dans lesquelles il dormait, dans les anciennes terres byzantines, les textes des sciences grecques, philosophie comprise. Lui seul fait une incroyable synthèse mathématique des apports de l'Inde et de la Perse. Lui seul, enfin, a l'ambition politique de rivaliser avec les autres empires, avec celui notamment dont il est le rival, tout autant que le co-héritier, l'Empire byzantin. La culture est alors bien plus qu'un ornement de la royauté, c'est une décision politique, c'est un projet de puissance. Sans ce volontarisme d'État, point de lumières arabes. Cette volonté d'universel et de concurrence se retrouve dans tous les domaines des arts, celui de l'architecture par exemple, que l'on pense au premier véritable monument islamique édifié en 692, le Dôme du Rocher, qui à Jérusalem, dans la coupole, concurrence celle du Saint-Sépulcre. La meilleure façon de concurrencer Rome, c'est-à-dire Byzance, c'est de s'en proclamer également l'héritier. Il ne s'agit pas d'une science arabe, si ce n'est qu'elle est de langue arabe. Il ne s'agit pas d'une science musulmane. Il s'agit, à ce moment-là, de l'histoire de l'Antiquité tardive, de la confrontation entre monothéisme et philosophie antique, au cœur d'un théâtre qui n'est plus celui de l'Empire romain en crise, celui des 3e, 5e siècles, mais celui d'un empire dans sa première expansion, alors que tout est à inventer en termes de légitimité. C'est alors, nous expliquent les spécialistes du Coran, que s'élabore une véritable nouvelle religion, l'islam, bien plus fille du califat et des conquêtes que du temps de la prophétie. L'avènement d'une religion universelle est concomitante à la constitution, sur la base d'héritages anciens, d'une véritable culture impériale. C'est là aussi la transition vers un état de majorité, pour reprendre l'expression de Foucault. Le Xe siècle voit la prééminence du califat abbasside contestée, puisque 2 califats rivaux sont proclamés, le premier à Kairouan en 909 par les chiites fatimides, le second à Cordoue en 929 par les Omeyyades. La crise politique ne signifie nullement la fin de la contribution à l'histoire des sciences de cet empire islamique désormais morcelé, présenté souvent par l'historiographie européenne des XIXe et XXe siècles comme entraîné dans un irrémédiable déclin.
Au contraire, la démultiplication ou la multiplication des califats a permis la démultiplication des structures impériales, la concurrence des cours. On le voit bien à l'inflation des constructions somptuaires, des flottes de guerre, des discours de légitimation, mais aussi des œuvres de commande culturelle. Et c'est enfin ainsi qu'Al-Andalus entre en scène. Mais elle ne fait pas simplement par attrait de la culture ou parce qu'elle serait située à proximité de l'Europe chrétienne, ou parce qu'une étonnante conjonction des astres, l'influence du climat, l'odeur des orangers que j'évoquais tout à l'heure, ou je ne sais quoi d'autre influerait directement sur la complexion des savants. Elle entre en scène parce qu'il y a proclamation d'un autre califat. Et il y a califat, c'est-à-dire prétention à exercer un pouvoir universel, parce qu'il ne s'agit pas d'une simple dynastie locale qui règne en Al-Andalus depuis 756, mais parce qu'il s'agit des Omeyyades. Les Omeyyades sont les faucons de Quraïch, les plus nobles des Arabes, à défaut d'être les plus pieux, parce qu'ils ont régné sur l'ensemble du monde islamique de 661 à 750, dans leur capitale de Damas, parce qu'ils ont porté les limites de la Mamlaka, l'Empire, de l'Indus jusqu'à l'Hispania, parce qu'ils sont venus se réfugier dans ce Finistère, à l'extrémité occidentale du monde, lorsqu'ils ont été détrônés par les Abbassides en 750. Dès cette haute époque du 8e siècle, les Omeyyades n'ont eu de cesse, dès lors, de rivaliser avec les Abbassides dans le domaine de la légitimité impériale et islamique, dans un réancrage permanent à l'Orient, ce dont témoignent les poèmes nostalgiques du premier émir de Cordoue, Abdelrahman Ier, qui exprime la peur du dépérissement des racines arabes dans l'exil andalou. C'est son descendant, Abdelrahman III, qui proclame le califat en 929 au nom du droit qu'il a de porter ce titre qui fut celui de ses ancêtres en Orient. Pour rivaliser avec Bagdad, il crée une ville palatiale, Madinat az-Zahra, à quelques kilomètres de Cordoue, où, à l'imitation des Abbassides, il développe un protocole curial complexe, loin de la foule. C'est dans ce cadre que la politique culturelle s'explique, car c'est bien de cela dont il s'agit, d'une politique volontariste. Il faut rivaliser avec l'Orient, montrer que même depuis cette périphérie, éloignée du cœur de l'islam, les Omeyyades peuvent briller de tout leur feu. Il s'agit d'un vrai projet idéologique, comme l'a montré Gabriel Martinez-Gros. On ne peut prétendre porter le titre califal qui renvoie tout à la fois à la prophétie, à sa langue, à la tribu qui l'a vu naître, sans se faire le champion de l'arabité, de la langue arabe, de la culture islamique. Des livres viennent d'Orient à très très grands frais, de Bagdad, mais aussi de l'Empire byzantin. Un exemplaire du très fameux ouvrage de Dioscoride, le De Materia Medica, est offert par Constantin Porphyrogénète à Abdelrahman III, traduit à Cordoue pour le calife par le savant et ambassadeur juif Asda ibn Shaprout, avec toute une équipe et également le concours d'un moine byzantin qui maîtrisait le grec et qui est appelé Nicolas. Cela a donné un avantage considérable, par exemple, à la pharmacopée andalouse. L'un des plus importants personnages débauchés en Orient est très certainement le grand Abou Ali el-Khali, originaire d'Arménie, ayant enseigné à Bagdad, élève d'Ibn Qutaïba, et qui vient s'installer en Al-Andalus, où il est reçu avec tous les honneurs à l'invitation d'Abdelrahman III en 940. C'est le plus grand philologue de son temps, et il joue un rôle absolument considérable à l'échelle de toute la péninsule grâce à son enseignement et ses écrits jusqu'à sa mort en 967. Et il eut, je pense, une influence infiniment plus considérable en Al-Andalus que la figure emblématique et quasi légendaire du musicien Ziryab, dont les Cultural Studies raffolent. Des poètes, des grammairiens, des philologues, des spécialistes de l'adab, des juristes affluent en masse, sûrs d'être confortablement rémunérés et reconnus par le pouvoir. Ils viennent d'Orient, mais également de Kairouan, haut lieu de culture. Et grâce à cette politique, Al-Andalus devient une île arabe entre chrétienté barbare et Maghreb berbère. Celui qui incarne littéralement ce mécénat à grande échelle, c'est le deuxième calife omeyyade de Cordoue, Al-Hakam II, qui règne entre 961 et 976. Il est le promoteur de la culture, d'une culture non pas andalouse, cela n'aurait strictement aucun sens, mais d'une culture arabe et islamique en Al-Andalus. Il attire, plus encore que son père, livres et savants
en une véritable translation culturelle. La grande bibliothèque de Cordoue aurait contenu, grâce à lui, près de 400 000 ouvrages, selon Ibn al-Abar. Même si on divise ce nombre par 10, ça fait 40 000, c'est-à-dire bien plus que les 1000 manuscrits qui sont dans les grandes abbayes carolingiennes, même si, évidemment, ce n'est pas tout à fait le même volume. De très nombreux copistes sont payés pour recopier les manuscrits. On connaît le nom de certains, comme celui de la poétesse Lubna. Il s'agit d'ouvrages de sciences religieuses, mais aussi de sciences rationnelles, champ du savoir qui, évidemment, ne s'oppose pas forcément. Et c'est d'ailleurs un cadi, Saïd de Tolède, auteur d'un petit ouvrage essentiel pour nous, composé en 1068, qui fait le bilan, entre autres, de la culture des sciences en Al-Andalus. Il évoque ainsi le développement de l'astronomie sous Al-Hakam II, avec le célèbre Maslama al-Marghiti, qui meurt en 1008 et qui aurait écrit un traité sur l'astrolabe et commenté les œuvres d'Al-Kindi. Les savantes andalous auraient également au Xe siècle pris connaissance des Ikhwan as-Safa, les épîtres des frères de la pureté, un immense travail intellectuel de rassemblement encyclopédique de la science universelle produite par l'humanité, élaborée à la même époque en milieu chiite. Il ne s'agit évidemment pas de dire que seul le volontarisme califal explique la floraison des sciences à Bagdad comme à Cordoue ou au Caire. Il y a d'ailleurs de forts moments de ressac. Par exemple, à la mort d'Al-Hakam II, une partie de sa bibliothèque est expurgée par le grand vizir al-Mansour pour obtenir l'appui des ulémas. Mais il faut comprendre que sans cette impulsion initiale et les moyens qui ont été mis à sa disposition par ces États impériaux, d'une antiquité tardive pas exclusivement préoccupée de religion, il n'y aurait pas eu de lumières arabes. C'est à peu près le même schéma dans le califat chiite fatimide, car Al-Andalus n'est absolument pas une exception. Les Fatimides de Kairouan, qui s'installent dans la nouvelle capitale qu'ils ont fondée en 969 au Caire, ont également une politique culturelle très active, contrairement à ce qu'écrivait Gretz sur le déclin fatimide. C'est lorsqu'on s'autorise à penser à l'échelle de l'universel que les lumières s'allument, et incontestablement, dans la première partie du Moyen-Âge, elles sont arabes, ou du moins elles sont pensées en arabe. Si nous revenons au terreau andalou, précisons, sans tomber dans un historicisme qui peut horrifier nos collègues philosophes, que l'exceptionnelle œuvre de mécénat menée par Al-Hakam est indissociable d'une indéniable prospérité qui régnait dans le califat. Là aussi, une histoire des productions culturelles est impossible à mener sans une démarche d'histoire globale. Cordoue, rappelons-le, c'est 250 000 habitants au Xe siècle. Paris et Milan, c'est 200 000 au XIIIe siècle. Ce sont des recettes fiscales de plusieurs millions de dinars, les seules véritables monnaies d'or frappées alors en Occident. Al-Andalus est le plus puissant des États occidentaux, de tous les États de l'Occident, y compris des États post-carolingiens. Al-Andalus, c'est le débouché des routes de l'or qui proviennent des mines d'Afrique subsaharienne. L'impôt foncier est très efficacement levé sur une agriculture prospère, ce dont témoigne l'archéologie, mais aussi l'étonnante production de traités d'agronomie. L'archéologie, justement, qui montre que l'image selon laquelle Al-Andalus était un jardin est assez réaliste. L'artisanat, les activités commerciales sont également taxées. Les archives de la Guéniza du Caire montrent qu'Al-Andalus est relié à tous les principaux ports de la Méditerranée. Quelques monuments, la grande mosquée de Cordoue, bien sûr, quelques objets symbolisent l'incroyable luxe qui régnait à la cour de Madinat az-Zahra, comme la sublime pyxide d'Al-Mourira qui se trouve au Louvre. Tout cela forme les conditions objectives qui permettent aux productions culturelles et scientifiques d'advenir. L'histoire des sciences ne peut plus se réduire à une chaîne de savants et de concepts nageant dans le grand bain du savoir sans aucun ancrage dans les sociétés dont elles sont ou ils sont les produits par-delà leur génie individuel. De nombreux Andalous vont en retour s'abreuver aux sources de l'Orient au cours du voyage en quête de science qui est bien plus qu'un pèlerinage à la Mecque. Les biographies des savants, les milliers de pages des dictionnaires biobibliographiques témoignent, rendent compte de ces déplacements. Les lumières andalouses ont été allumées par le califat au Xe siècle. Et sans cela, on ne peut comprendre la magnifique moisson poétique, historique, mathématique, géographique, astronomique du XIe siècle et la floraison philosophique du XIIe siècle. C'est cette dernière, la moisson philosophique, qui justifie d'ailleurs l'utilisation du terme de lumière, lesquelles ne
semble pas pouvoir exister sans la philosophie, qui est pourtant de très très loin la discipline la moins pratiquée par les savants du Moyen-Âge. Le XIe siècle est ainsi un moment complexe, paradoxal. Le califat sombre dans une fitna, une guerre civile engendrée par des conflits de succession, ce qu'on a longtemps pris pour une époque de déclin politique, avec le morcellement du territoire califal en plusieurs principautés, les Moulouk at-Tawaïf, est en fait un étonnant laboratoire du politique. La concurrence entre ces cours entraîne une effervescence culturelle magnifique. C'est le temps d'Ibn Hazm, l'un des plus grands intellectuels andalous, d'Al-Bakri, un géographe exceptionnel qui nous livre la première description du Maghreb qui nous est parvenue, d'Al-Zarqali, l'Azarkiel des Latins, et de très très nombreux poètes dont les compositions seront recopiées dans des anthologies jusqu'à notre époque. Il est vrai cependant que la situation politique devient périlleuse à la fin du XIe siècle. Le rapport de force instauré avec les principautés chrétiennes du Nord et la Castille et l'Aragon entame ce que l'historiographie espagnole du XIXe siècle a nommé la reconquista des terres andalouses. Tolède est prise en 1085, ce qui déclenche en retour l'arrivée à la rescousse de l'islam andalou des Berbères almoravides, qui réussissent à retarder un temps les avancées de cette conquête féodale. Al-Andalus est alors annexé pour 2 siècles aux empires berbères, car après les Almoravides viennent les Almohades, qui sont à l'origine, entre 1147 et 1269, du plus grand califat berbère de l'histoire. C'est alors le temps des philosophes, car comme l'explique si bien mon voisin, mais aussi d'autres, et notamment Jean-Baptiste Brenet ou David Lemler, il y a une étonnante et sans doute très unique floraison philosophique. Les histoires de la philosophie s'étendent assez peu sur le contexte politique du califat almohade, bien peu compatible avec ce que l'on projette habituellement et cette idée de la tolérance andalouse. Mieux vaut effectivement rester vague sur l'esprit de Cordoue, soit dit en passant, Cordoue est ruiné à partir du XIe siècle, les lumières andalouses et ce genre de choses. Le contexte est celui du califat almohade qui, pour des raisons eschatologiques très complexes, liées notamment à l'originalité du dogme almohade initié par le Mahdi ibn Toumart à partir des années 1120, qui fait du Maghreb à l'Aqsa du Maroc actuel un nouveau Hijaz, eh bien, ce califat almohade suspend la dîma, le pacte de protection accordé aux minorités. Juifs et chrétiens sont contraints à la conversion ou à l'exil, sans qu'il ne soit toutefois possible, pour nous historiens, de mesurer précisément l'effectivité de ces mesures. Ce qui est sûr en revanche, c'est que les chrétiens, qu'on appelle en al-Andalus les Mozarabes, disparaissent alors de la documentation, que ce soit en péninsule ibérique ou au Maghreb. C'est dans ce cadre qu'on comprend mieux l'exil de Maïmonide, qui fuit à l'Andalus avec sa famille, bizarrement pour aller à Fès, pas tout à fait au cœur de l'Empire almohade, car celui-ci bat à Marrakech, mais pas très loin. Ensuite, il part vers l'Orient, se réfugiera au Caire auprès de la famille de Saladin dans les années 1170. Le contexte n'est donc certainement pas à la convivencia et les Juifs d'Irak devaient être infiniment mieux traités que ceux d'Al-Andalus. En revanche, ce qui est vrai, quand on affine l'analyse du contexte, c'est que la mise à distance des oulémas malikites par le pouvoir almohade, ces hommes de religion sunnite pour des raisons politico-religieuses, cela explique sans doute largement la possibilité qui est offerte à la philosophie d'exister. Ce qui est une rupture nette avec la période précédente, celle des Almoravides. Contrairement à ce qu'une historiographie assez datée et un peu rance a longtemps affirmé, ce n'est pas parce que les guerriers berbères ont envahi Al-Andalus à la fin du XIe siècle qu'elle a cessé de briller de tous ses feux. On le voit bien avec cette moisson philosophique, c'est à peu près le contraire. C'est à partir de ce moment, au cours du XIIe siècle, parce qu'Al-Andalus est désormais l'une des provinces de l'Empire berbère, que les savants andalous développent l'idée d'une terre savante, d'une identité tout à fait particulière, celle d'une terre d'où a pu rayonner la culture arabe et islamique. Car que reste-t-il finalement après le naufrage des Omeyyades et du califat, après l'annexion au Maghreb d'Al-Andalus? Il reste la culture arabe. C'est un critère de distinction que d'être andalou, une preuve de culture. Comme on est turc de profession, on est andalou de formation. La rédaction de dizaines d'anthologies au cours des siècles qui suivent
ancre dans les mentalités la force de cette identité savante, de cette identité de papier. Et je pense que c'est son lointain avatar, forgé à l'origine par les médiévaux eux-mêmes, réinventé, réinterprété pour des raisons totalement différentes par les intellectuels juifs du XIXe siècle, que l'on appelle les Lumières andalouses. Un mot pour conclure. À quoi servent les Lumières andalouses? Ou de quoi les Lumières andalouses sont-elles le nom? Elles servent aux Juifs à dire qu'il n'y a pas eu de Lumières arabes, aux Arabes de dire qu'il n'y a pas eu de Lumières juives, aux Européens de dire que ce n'est pas tout à fait l'islam, aux musulmans de dire aussi que ce n'est pas tout à fait l'islam, aux Espagnols que c'est un peu l'Espagne, aux Andalous actuels que ce n'est pas du tout l'Espagne. On voit qu'il s'agit là d'une expression d'une extraordinaire plasticité, d'une expression neutre. Cette expression permet en fait de faire exister l'islam comme le lieu d'un universalisme rationnel, mais en l'enfermant dans un temps, le Moyen-Âge, et dans un lieu qui est un morceau d'Europe, ce qui est à la fois une mise à distance chronologique et une appropriation européenne. Finalement, des Arabes morts et européens, pratiquant la philosophie et la poésie, buvant du vin, célébrant l'amour des femmes et des éphèbes, en sont trouvés tout à fait dignes de figurer dans la galerie des ancêtres de l'Occident. Nous en revenons au mythe, décidément plus fort que l'histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Emmanuel. Traduire, donc ça veut dire aussi que pour traverser lumineusement, comme on va nous le dire maintenant, les savoirs linguistiques et grammaticaux de l'Andalousie médiévale, eh bien, il nous faut aussi comprendre, et en philosophe et en histoire, ce que c'est que de philosopher à Cordoue, au XIe et XIIe siècle, logique et grammaire. Tel est le titre de la communication que nous allons à présent écouter d'Ali Ben Maklouf, qui enseigne à l'université Mohamed VI de Rabat, qui est philosophe, spécialiste de logique, qui a publié sur Frege, sur Russell, mais qui est aussi historien de la philosophie arabe médiévale, auteur de très grandes bibliographie. Je cite seulement « Pourquoi lire les philosophes arabes ?» le livre paru chez Albin Michel en 2015, et son dernier livre, « L'humanité des autres », qui aborde la figure d'un Montaigne décolonial. Je m'en voudrais aussi de ne pas parler d'un livre également récent et que j'aime beaucoup et qui intéresse les historiens, qui est paru au Maroc chez l'éditeur La Croisée des Chemins, La réalité du passé. Et une des manières, effectivement, d'en prendre conscience et d'en affirmer la consistance, c'est justement de l'aborder comme tu le fais. Et donc, nous sommes heureux de te donner la parole.